Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Les théologiens de l'écologie, seconde partie. Arnaud Blaret, vous dénonciez dans la première partie le discours religieux appliqué à l'écologie qui fait de la nature une création divine. Dans ce cadre, on ne va pas se soucier de l'environnement pour des raisons écologiques, scientifiques, utilitaires ou esthétiques, mais parce que Dieu l'a créé et que la création divine doit être sacralisée. En gros, elle vaut par elle-même. Mais avant de passer à la suite, vous vouliez rajouter quelque chose sur la valeur intrinsèque, justement. Alors, encore une petite chose que j'ai oublié de dire sur la valeur intrinsèque, elle est très très importante. Elle se trouve déjà dans la première phrase de la Convention de 92 sur la diversité biologique, qui dit « Les parties contractantes conscientes de la valeur intrinsèque de la biodiversité ». Un point intéressant aussi, c'est que les brouillons mentionnaient une phrase en anglais du style reconnaissant que l'humanité doit partager l'environnement avec les autres formes de vie, qui est un peu la même chose dans une formulation très proche de l'écologie profonde. Donc manifestement, il y a eu des influences. Et il y a aussi quelqu'un qui a supprimé au dernier moment cette expression. De même, le mot biodiversité qui apparaît de temps à autre dans le brouillon disparaît complètement dans la version finale. Donc il y a quelqu'un qui, comme Wilson, a dû trouver que c'était trop tape à l'œil le mot et qui a préféré rester. Donc il y avait encore probablement des petites résistances. Mais maintenant, le mot biodiversité est sur toutes les lèvres. Il a gagné la partie, disons. Et ce principe de valeur intrinsèque est fondamental parce que dans la tradition humaniste occidentale, effectivement, l'homme est mesure de toute chose et c'est ce qui fonde le principe de l'autonomie, c'est-à-dire sa capacité de l'être humain à décider de lui-même de ce qu'il a à faire, et opposé à la notion d'hétéronomie, notamment que reprend Castoriadis, où l'être humain va dépendre de quelque chose d'autre. Hétéronomie, qui va lui dicter ses lois et ses croyances et ses principes. C'est évidemment l'aliénation religieuse, l'aliénation auprès de la nature, hein, ce dont on parle, l'aliénation auprès d'un parti qui va dire ce qu'il y a à penser, ce qu'il y a à faire, sans aucune délibération collective. Ce que vous décrivez est un pur retour à l'hétéronomie, en fait. On dépend maintenant de ce que la nature est ou de ce que l'on croit qu'elle est, sans discussion. Et donc, vous avancez la notion de biocratie. Oui, donc biocratie est un mot que j'ai emprunté à une éco-théologienne féministe américaine qui s'appelait Sally McFake. C'est très proche de l'idée de Lynn White de démocratie de l'ensemble de la création. Donc, tout dans l'univers reçoit des personnalités, des valeurs intrinsèques des personnalités. Nous sommes les cousins des étoiles et des planètes, même, dit-elle dans son livre. Puis, ce qui est vrai au sens le plus du terme, mais ce qui n'est pas un engagement non plus. Nous sommes certainement cousins de tous les êtres vivants, mais des étoiles et des... Ça, je suis un peu moins sûr. Des rochers. Donc j'ai repris ce terme qui représente bien le fait qu'elle appelle elle-même à remplacer la démocratie par la biocratie. Je pense qu'on est dedans. C'est explicite. C'est explicite dans un texte des années 90 que je me suis procuré. Et on est dedans. Donc maintenant, l'environnement et tous ses composants ont une valeur intrinsèque pour eux-mêmes. Donc il y a plus moyen de discuter de la valeur de la biodiversité. Il n'y a plus moyen de discuter de la valeur du climat, il n'y a plus moyen de discuter de l'environnement lui-même. On nous appelle à respecter l'environnement. Alors moi, je suis bien d'accord qu'on ne doit pas jeter ses crasses dans l'espace public ou dans le jardin du voisin, mais c'est de la civilité, c'est une question de rapport entre humains. L'environnement se fout d'être couvert de plastique ou d'ordures. Ce n'est pas son problème, c'est le nôtre. Et il est grave, évidemment, il ne faut pas le nier non plus. Oui, bien sûr, parce que c'est pas un discours modérantiste que vous avez. La question n'est pas de nier la crise écologique, la question est d'arriver à la surmonter, à la traiter. Et c'est pas en plaquant des catégories spirituelles qui nous sont propres que l'on va réussir à régler quoi que ce soit. Voilà, donc moi, la solution que je propose, c'est une renaissance humaniste qui doit avoir pour premier but de nous redonner ce droit d'évaluer la crise environnementale en termes humains, en termes de valeur humaine. D'abord, il faut comprendre qu'on nous l'a volé, pourquoi, comment, c'est le but de mon livre. Et puis aussi de rendre la gestion de ces environnements à des professions qui ont des objectifs en termes humains, des objectifs de résultats en termes humains. Donc, agronome, agriculteur, forestier, bio-ingénieur,
Il nous faut aussi une biologie de l'adaptation plutôt qu'une biologie de la conservation. Il faut chasser les conservationnistes de la gestion de l'environnement. Ils se sont attribués un monopole, quasi-monopole dans cette gestion, et à coup de valeurs intrinsèques. Ça a une valeur, elle est intrinsèque. En pratique, c'est quoi ? C'est à nous à le déterminer, nous le clergé du culte. Enfin, ils ne disent pas clergé du culte, mais c'est ça qu'ils sont. Oui, voilà, parce qu'on parle de bureaucratie opposée à la démocratie, mais en réalité, ce n'est pas la vie qui va décider de quoi que ce soit. Moi, je parle par exemple d'une écocratie, ce n'est pas les écosystèmes qui vont décider de quoi que ce soit. Il y a bien des gens qui parleront au nom de cette vie-là, au nom de cet écosystème, au nom d'un intérêt supérieur. Donc, c'est une hypocrisie insigne. C'est comme exactement comme le parti bolchevique qui parlait au nom de l'humanité, au nom du prolétariat. C'est une théocratie. On est quasiment, oui, on est dans la théocratie, c'est-à-dire qu'il y a un clergé, et c'est tout l'objet du deuxième tome de votre livre, Le pouvoir des druides. Il y a des gens qui s'arrogent un pouvoir particulier. Voilà, mais cette théocratie, ce clergé, ce sont des gens, ce sont des interpréteurs, des mandataires et des interpréteurs. Ils recherchent la vérité qu'ils croient spirituelle et éthique, qu'ils croient se situer dans l'environnement. Ils ne vont pas commencer à discuter ce qui est bon ou pas pour l'humanité. Dehors. Et vous faisiez un lien avec l'écoféministe. Est-ce que vous Oui, donc Sally McPhee qui était une écoféminisme. Il y a une autre personnalité que j'ai trouvée dans mes recherches qui s'appelait Rosemary Radford-Russell, qui était une théologienne catholique qui a écrit un article intéressant dans un livre collectif de l'ONU, publié en 1999, qui s'appelle Spiritual and Cultural Values of Biodiversity, et que je surnomme la Bible de la biodiversité parce que vous la trouvez sur le site de l'ONU sous le nom Cultural and Spiritual Values, the Bible. Et donc, l'article qu'elle écrit dans ce livre est très intéressant parce qu'elle lit spécifiquement l'oppression des femmes avec la dégradation de la nature attribuée au patriarcat. Donc, et ça c'est un terme de l'intersectionnalité contemporaine qui était donc déjà là il y a 30 ans. C'est une théologienne catholique en plus, américaine évidemment, parce que tout ça vient en grande partie des États-Unis. Alors, ce livre très important, il y a d'autres parties dont on devrait parler un peu. Il y a dans ce livre un culte du bon sauvage qui est omniprésent dans tout ce livre. Il y a une introduction qui est faite par Claude Topfer, qui était un homme politique démocrate chrétien allemand, qui était le président de l'UNEP, donc le programme environnemental de l'ONU, qui dit que nous devons retisser des contacts, un nouveau pacte avec l'environnement. Il y a un pacte avec l'environnement comme si c'était une personne. Et la même année, ce Topfer va faire un speech au Conseil économique des Églises, une association qui accueille des délégués de toutes les églises chrétiennes du monde. Il y défend ouvertement la doctrine de l'intendance. Donc, on voit bien qu'on a quand même un haut représentant de l'ONU, que la neutralité religieuse de l'État est morte due à la mondialisation de l'environnement, parce qu'on n'imagine pas un ministre français faire devant l'archevêché un discours pareil. C'est impensable. Pourtant, personne ne semble avoir bougé à l'époque quand un haut responsable de l'ONU fait l'équivalent dans une assemblée religieuse. Et c'était à prévoir, en fait, parce que l'immense majorité des gens sont des croyants. Maintenant, il y a une évolution générale à intégrer les conditions écologiques dans les religions du monde entier. Et il y a une ONG éco-religieuse qui a joué un grand rôle dans ce processus. Ça s'appelait l'Alliance de la religion et de la conservation, fondée par le WWF, sur une idée de son président de l'époque, le duc d'Édimbourg. Et cette association a été gérée par Martin Palmer, qui est toujours un théologien britannique. Elle a fermé ses portes quand le duc et Palmer ont décidé que la tâche était accomplie. Donc que l'ensemble des religions du monde entier avaient pris conscience qu'elles devaient se réformer face à la crise environnementale et intégrer dans leurs valeurs. Donc un peu partout dans le monde maintenant, c'est fait. Il y a des adaptations éco-religieuses dans toutes les religions du monde. Quelques actions continuent, comme la finance, la foi dans la finance, donc orienter la finance des églises, faire quelque chose de plus écologiste, selon leurs principes. Donc, bon. Mais qui a entendu parler de cette ONG ? Pourtant, le WWF, tout le monde sait qui c'est, le duc d'Édimbourg, quasiment tout le monde savait qui c'était.
C'était un de ses fleurons, je pense, cette association. Disparue, non pas par échec, mais parce que la tâche est accomplie. C'est qu'ils considèrent que leur mission est terminée. Voilà, d'avoir conscientisé les religions du monde entier sur la nécessité d'intégrer un discours écologiste dans les programmes religieux. C'est en réalité de faire de l'atteinte à l'environnement un péché. Voilà, ça c'est très chrétien, donc le péché. Donc côté chrétien, bien sûr. Donc ils n'étaient pas obligés d'adopter les conditions chrétiennes. Le péché dans l'environnement apparaît dès le début des années 70 chez les évangélistes américains et il s'est répandu maintenant chez les orthodoxes, chez les catholiques. Ça fait partie de... Et c'est problématique évidemment, puisque quand à la sacralisation du créateur, c'est ajouter la sacralisation de la création. Et donc, on ne peut plus éviter le discours religieux dans le domaine politique de l'écologie. C'est plus possible. Pourtant, on joue encore à défendre une neutralité religieuse qui maintenant est un échec, c'est clair. Et c'est devenu, dans le langage le plus courant, un écocide. Un écocide, on porte atteinte à un écosystème. Donc l'écocide a son origine, j'ai encore vu récemment ce sens dans un journal, c'est détruire les ressources écologiques d'une population dans un conflit guerrier. Et puis c'est devenu maintenant une atteinte à l'écosystème lui-même, considéré comme ayant une valeur intrinsèque. Alors le glissement est intéressant. Voilà, il y a aussi le dommage environnemental qui est un concept qui est déjà dans la législation française, pas encore dans la belge, mais ça va venir. Il y a déjà eu une décision de justice prise en ce sens. Et ça veut dire que là, maintenant, l'environnement, c'est une personne qui peut subir un dommage. Avant, en droit civil, il fallait toujours qu'il y ait une victime. C'est assez logique d'ailleurs. On change l'environnement, en quoi c'est un dommage. Si personne n'est atteint dans sa santé ou dans sa propriété, maintenant, avec l'écothéologie, on a le dommage environnemental. C'est la biocratie en marche. Et qui parlera au nom de l'écosystème le clergé du culte. Donc, qui va définir ça, qui va témoigner devant les tribunaux comme expert. Ce seront les scientifiques. Voilà. Et pas n'importe lesquels, ceux qui ont un engagement dans... Et qui va aller en justice? Les ONG. Réclamer des sous. Ça arrive parfois qu'elles reçoivent des sous. Oui, donc en fait, on voit la constitution d'un clergé qui se revendique de l'intégrité de la nature. Voilà, exactement. De la valeur intrinsèque. Et étant donné que l'être humain ne peut pas vivre sans modifier à des échelles diverses, mais plus on est nombreux, plus on modifie, évidemment. L'environnement, l'humanité est coupable en permanence. Voilà. D'où l'idée qu'il faut préserver 30% à l'objectif 50%. 30%, c'est déjà acté. D'espace vierge. Voilà. Non, c'est pas vierge, on peut faire du développement. Non, on peut faire de la durabilité. Voilà. Pas du développement durable, de la durabilité. Quelle différence vous faites entre durabilité et... Donc, durabilité, là, d'abord, c'est une mauvaise traduction de l'anglais sustainability. Développement durable, c'est une réaction contre cette idée. Sustainability, en fait, c'est un masque, c'est une version cosmétique de ce qu'on a appelé la croissance zéro du Club de Rome ou l'état économique stationnaire, en fait. Donc, j'ai trouvé dans mes recherches une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est intéressante. Donc, vous savez qu'il y a eu en 1972 un très célèbre livre, Halte à la croissance, The Limit to Grow, en anglais, qui avait 4 auteurs. On dit parfois le rapport Midos, mais il y en avait 2 autres. Et le troisième, c'est Jürgen Randers, un physicien norvégien qui travaillait au MIT, qui a fait l'étude, et qui était aussi un participant enthousiaste au groupe Sciences et Technologies du Conseil œcuménique des Églises. Donc. Et en 1974, il est allé faire une conférence pour essayer de vendre sa croissance zéro. Là, donc, il s'est heurté à une levée de bouclier des représentants du tiers-monde qui n'ont dit pas question que l'Occident utilise la crise environnementale pour nous empêcher de se développer comme vous l'avez fait. C'est une constante de toutes les COP, ça revient toujours. Alors, il a arrêté, il a fait une pause café avec Charles Birch, qui était un des organisateurs, qui nous a raconté l'anecdote dans ses mémoires. Birch était tout à la fois un docteur en biologie et un écothéologien, adepte de Whitehead comme COP. Et donc, il est revenu, il a inventé une formule, une société écologiquement et économiquement
soutenable, durable, donc sustainable, durable. D'après Cobb, c'est l'origine de la version moderne du mot sustainable, qui est très ancien en anglais, hein, mais la version écologiste, c'est de là que ça viendrait. Et très vite après ça, il y a des gens qui ont dit, mais quand même, on doit pouvoir se développer. Et donc, il y a eu le développement durable, Sustainable Development, qui a été le rapport, le point 1 de l'ordre de mission donné par l'ONU à la commission Brundtland, qui repose ses conclusions en 1987, y compris le fait qu'il faut donner plus de pouvoir politique aux scientifiques et aux ONG. Parce qu'ils vont faire une économie, on le suggère dans le rapport. L'ONU va faire une économie. Donc le paradoxe en fait de cette éco-théologie est que sous couvert en fait de théologie, de spiritualité, on donne d'autant plus de pouvoir aux scientifiques. Oui, oui, mais pas qu'à eux, hein, mais effectivement, c'est une manie de nos responsables politiques de se cacher toujours derrière des experts. Maintenant, il y a une véritable dictature des experts, et quand on les écoute, les experts, ils disent mais les politiciens ne nous écoutent pas. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc en fait, on va droit vers une sorte de technocratie, de technoscientocratie, derrière des apparences très généreuses et très spirituelles. Ça n'est pas si évident que ça, parce que quand on voit la corruption d'une partie de la science par le militantisme, que c'est ceux-là qui arrivent finalement au pouvoir politique, c'est pas toujours des technocrates. Parfois aussi des gens qui ont, comme on l'a vu, des positions spirituelles très, très opposées à certaines visions technocratiques. Des idéologues, en réalité. Oui, c'est ça. C'est des scientifiques idéologues, comme les Soulet, comme les Ehrenfeld, comme les Wilson. Et plus près de nous, on a une Greta Thunberg, par exemple, alors qui n'est ni scientifique, ni théologienne, mais qui a un discours à la fois très religieux et très pro-science. C'est elle qui hurle en permanence, écouter les scientifiques, et en même temps, qui a une attitude... Mais il n'y a pas qu'elle. On prend en otage les scientifiques en disant, voilà, la science dit ça. Et souvent, c'est des opinions politiques, idéologiques, spirituelles, qui, en théorie, ne regardent pas les scientifiques. Ce n'est pas eux qui doivent déterminer ça. Alors, certains le font. Donc, il n'y a pas que Greta Thunberg qui fait ça. Non, bien sûr, mais c'est la plus connue. Ouais. Même si elle est un peu en perte de vitesse ces temps-ci. Oui, parce que de sa faute en oui, oui, elle se lance dans de la transsexualité un peu hasardeuse. Voilà. Elle s'est fait entraîner. Mais il faut savoir qu'il y a un précédent. La grande réunion de 92 à Rio a été ouverte par la fille de David Suzuki, qui avait 12 ans, qui a fait un beau discours, qui a ému aux larmes. Et puis, elle a milité encore, mais pas... Il n'y a pas eu la focalisation médiatique comme Thunberg a eu. C'est la figure de l'innocence. Voilà, on prend un enfant... L'agneau. Comme les gens qui poussent des landaux dans des manifestations. Pour politique... Oui, tout à fait. Dans votre livre, vous abordez donc énormément l'éco-théologie, donc ça c'est votre sujet. Et vous êtes très discret à propos des lobbies scientistes, par contre, qui existent aussi, et qui sont, je pense par exemple aux OGM. Vous êtes très critique envers les critiques anti-OGM, si j'ose dire. Vous avez entièrement raison. Et en même temps, on vit aussi dans un monde où il y a des intérêts qui sont autres que théologiques, des intérêts industriels et des intérêts scientifiques également. Je parlais un peu des OGM. D'abord, la première chose qui m'irrite, c'est le terme OGM lui-même. C'est ce que j'appelle un c'est pas compliqué, c'est tout simplement... Il n'y a pas de définition claire, chacun fait sa définition comme il veut. Et donc, c'est ce que j'appelle un anti-slogan. Toute personne qui parvient à relier un concept au mot OGM, ça va dénigrer ce concept. Par exemple, il y a des opposants au nouveau vaccin ARN, il y a des gens qui font ça avec des critiques très valables auxquelles il faut répondre. Et il y en a d'autres, le seul but, c'est de les faire passer pour des OGM, parce que comme ça va les dénigrer tout de suite. Ça ne peut pas être des OGM, parce que suivant la directive 2018 qui était d'application en Europe, d'abord, les êtres humains ne sont pas des organismes, suivant la loi. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, ces virus ne sont pas nés d'un processus ces vaccins ne sont pas nés d'un processus de reproduction. En tout cas, l'homme qui a ça en lui, c'est pas un processus ça peut pas être ça. Donc, derrière, maintenant on légifère donc sur un concept qui ne veut rien dire. Donc ça, c'est déjà un problème. Et les opposants, c'est biotechnologie, il y a deux grands groupes. Il y a un groupe spirituel
très ancien, qui s'opposait déjà, qui est des héritiers de ceux qui s'opposaient aux transfusions sanguines au départ, aux vaccins. Tout au début du XIXe siècle, il y a eu le docteur Paul Carton, qui était un spiritualiste et aussi premier mentor de Raoul Le Maire, le premier supporter de l'agriculture biologique française. Et puis bon, maintenant, il y a des héritiers à ça qui disent que c'est contre l'harmonie du monde de faire des vaccins, de faire des OGM et tout ça. Et ça évidemment, je réfute complètement. Et puis il y a un autre courant qui s'inquiète de la mainmise des grandes sociétés capitalistes sur les vaccins, les biotechnologies. Et ils n'ont peut-être pas tort. On pourrait les calmer en donnant un pouvoir plus grand à l'État, mais plus personne ne demande ça. Même les libéraux, non, on comprend pourquoi, mais même les gens, même les anticapitalistes ne demandent pas qu'on donne à l'État un pouvoir sur les biotechnologies. Par exemple, ils ne demandent plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opposition de fond, idéologique et largement spirituelle. Il y a eu d'ailleurs en France Jean-Marie Pelt, qui était un biologiste, qui disait ouvertement pour des raisons spirituelles. J'ai lu un de ses livres après la conclusion de mon livre, sinon je l'aurais cité parce que c'était très intéressant. Que quelqu'un qui en France revendique ouvertement la spiritualité pour s'opposer à des biotechnologies. C'est assez rare. En général, on passe par des faux-fuyants. Puis... Il y a une critique réelle des OGM qui me semble beaucoup plus rationnelle. On peut critiquer chacun d'entre eux spécifiquement. Ça doit se faire au cas par cas. Tandis qu'une critique globale sur quelque chose qu'on ne sait pas définir, moi, je n'en vois pas. Non, mais partir du principe qu'une manipulation génétique dans un laboratoire n'est peut-être ni nécessaire ni souhaitable et qu'il n'y a aucun débat démocratique à ce propos-là. Mais il faut voir laquelle. Donc oui, bien sûr, on peut dire ça, mais il faut voir quelle manipulation. Or, maintenant, on a introduit je n'ai pas lu la dernière directive européenne, on a introduit des concepts comme la cisgénie, la transgénie, qui sont une allusion à la barrière des espèces qui vient de la Bible, qui dit que Dieu a créé ces créatures selon les espèces. C'est là que vient cette idée qu'il existe une barrière des espèces. Mais on sait bien que l'évolution prend des zigzags un peu partout. Depuis Darwin, on sait qu'elle n'existe pas, cette barrière des espèces. Pas de manière essentielle. Oui, et on a l'impression que votre discours laisse la porte ouverte à absolument toutes les manipulations. Oui, c'est vrai, je n'ai pas... Mais c'est inévitable, parce que je dis qu'il faut faire au cas par cas, donc comment... Non, oui et non, en fait, il faut... Je ne vois pas quel argument global on peut dire contre le principe qu'on fait une manipulation génétique, on n'en fait depuis la nuit des temps. À d'autres échelles. Tout à fait, ça c'est absolument, à d'autres échelles. Donc ça c'est absolument. À des échelles de temps, à des échelles un peu plus... C'est bien l'échelle de temps qui pose le problème dans les manipulations. Là on est d'accord. L'ampleur et l'échelle de temps. Ça rejoint un peu la question de Quentin, c'est... il y a des mouvements populaires parfois qui s'opposent à des nouvelles technologies qu'ils ne comprennent pas en fait. Et ça me fait penser à le mouvement antinucléaire par exemple dans la Hague, qui disait ils sont venus, les experts, nous on était contre par principe parce qu'on n'avait rien compris. On était contre, mais peut-être que c'était bien ou pas. Mais en fait, moi j'avais trouvé que c'était assez parlant parce que c'était aussi contre le pouvoir des experts. C'était quelque chose qui était imposé d'en haut. Ils ont dit ça aurait été une usine de casseroles, ça aurait été pareil, mais on était contre. Par principe, on comprend rien, donc on est contre. Et du coup, ce rejet des OGM, il y a aussi ça derrière. Il y a aussi contre vous allez modifier notre vivant, on comprend rien, on n'en veut pas. Il y a une crise de crédibilité des experts, mais assez paradoxalement, elle concerne surtout les techniciens, les technologies dans le grand public, et pas la science académique, qui ont encore un grand prestige, à mon avis, largement... gâté par le militantisme. Et un jour, je pense que ça va quand même péter quand on verra les excès de ce militantisme scientifique. Du coup, c'est des deux côtés, quoi. Il y a la partie expert qui va être pro-OGM et la partie expert scientifique qui va être contre. Mais les citoyens sont un peu perdus au milieu de tout ça. Moi, je crois qu'un expert intelligent comprend que OGM, ça ne veut rien dire. Qui doit regarder, voilà, on a produit une plante pour qu'elle produise son pesticide, ça pose toute une série de problèmes, incontestablement. Et d'un autre côté, je parle dans mon livre d'une anecdote, en 2017, il y a une grande panique. On part à la chasse
aux graines de pétunia orange. Alors, c'est quoi? C'était le résultat d'un test qu'on mit dans les années 1980, des premières biotechnologies de l'époque. Juste un test. Mais voilà, elle tombe sur le coup de la définition des OGM, au même titre que les plantes plus préoccupantes qui produisent des pesticides. Et du coup, on détruit. On fait un autodafé moi, ça m'énerve, ça. C'est en plein obscurantisme, avec un pétunia orange. Par une manipulation traditionnelle ou parce que, dans l'occurrence, on a pris un bout de génome du maïs, on s'en fout. On devrait s'en foutre. Au lieu de ça, non. Ça devient... Je ne suis pas certain. Ah bon? Non, je suis beaucoup plus dubitatif sur les prétentions de la science à savoir ce qu'elle fait. Ah oui, non, ça, un scientifique conscient sait qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ça, c'est compliqué à partir de là mais de c'est vrai donner qu'il y a- un blanc-seing. Il y a un discours technophile qui est dangereux, ça je vous suis. Il y a un discours technophile qui est dangereux. On est d'accord. Là, on est On d'accord. se retrouve là-dessus. Et qui derrière, en plus, en toile de fond, c'était l'intervention de Michael, c'est que quelqu'un il ne répond éventuellement à aucun besoin de la population. C'est-à-dire que les OGM, je ne sais pas trop à quel moment les populations ont été consultées. Même chose à propos du nucléaire, il n'y a jamais eu aucune consultation, du moins en France. Donc ça charrie à la fois une réaction viscérale d'envie de souveraineté et à la fois une méfiance vis-à-vis d'une chose qu'on ne comprend pas et qu'au fond, il n'y a pas grand monde qui y comprend. Beaucoup de scientifiques manipulent et ont très peu de réflexion à propos de ce qu'ils font. Ce sont des techniciens qui exécutent et dès qu'on peut faire quelque chose, on le fait en science. Ça nous conduit à des manipulations. À quel moment on aura l'autorisation de manipuler des êtres humains? Oui. Est-ce que nous avons des objections non religieuses à ce genre de choses? Oui, bien sûr, ça dépend aussi quelle manipulation. Parce que, Manipulation génétique des êtres humains, oui, des oui, fœtus quand on met un humains. cœur, Moi, quand personnellement, on met un je suis cœur plutôt de contre. Manipuler un fœtus humain, je ne suis pas sûr que nous soyons je suis nombreux plutôt contre aussi, mais ça dépend le quoi, vouloir. ça pourrait, non? Ça dépend ce qu'on fait, c'est toujours... Mais le coup de génie des opposants, c'est d'avoir inventé ou récupéré cet anti-slogan OGM. Parce qu'on ne se soucie pas, personne ne se soucie qu'on crée une nouvelle variété de tomates par des méthodes traditionnelles sans qu'on leur demande son avis. Il y a d'ailleurs un exemple très, très intéressant dans Biodiversity, le livre. C'est un man de Hugh Giltis, aussi un des grands pionniers de la conservation. Et un de ses arguments, il parle d'une tomate sauvage qui est trouvée par hasard dans les Andes avec un collègue. Il l'a envoyé à un laboratoire. Et le laboratoire, à force de manipulation, a fait une magnifique tomate beaucoup plus sucrée, parce que la tomate sauvage était plus sucrée que la moyenne. Donc, ils ont combiné les anciennes pour avoir une tomate super sucrée. Et celle-là n'est pas considérée comme un OGM, mais il a mis plusieurs années, il a mis 15 ans pour faire ça, je crois, le gars. Oui, ben, est-ce que c'est tellement bon de manger des tomates plus sucrées que jadis? Trop de sucre, c'est pas bon non plus, on ne s'est pas posé la question. Et personne ne le reproche d'avoir fait ça. Et encore maintenant, si on fait quelque chose comme ça, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui va se plaindre du moment que c'est perçu comme naturel. On n'a pas enfreint les lois divines. Là, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a un clivage il y a un clivage. Le mot naturel, le mot nature est investi de toutes les... Et vous avez des pages très explicites là-dessus, est investi de toutes les qualités. Une chose qui est présentée comme naturelle, elle va être vendue de toutes les manières possibles et imaginables. À l'inverse, une chose que l'on présentera comme artificielle, ou de synthèse, ou sophistiquée, ou d'origine humaine, attirera immédiatement la méfiance. Ça ouvre C'est une absurdité totale, là, pour le coup. Oui, ça ouvre la question du sens vraiment du mot naturel. Moi, je suis allé dans le dictionnaire philosophique Lalande, qui est très confus, mais qui finit par donner 15 antonymes au mot naturel. Ça veut dire qu'il y a au moins 15... Mon préféré, moi, c'est surnaturel. Tout ce qui existe est naturel, sauf les fées, les fantômes et les divinités, auxquelles je ne crois pas personnellement. Donc, tout est naturel, c'est celui-là. Mais pour la plupart des gens, non, l'antonyme, c'est humain ou artificiel. Et alors, bon, moi, je connais une épicerie où on dit on me demande, je demande du lard, on dit naturel ou fumé, quoi. Donc, c'est encore une autre définition. Et pourtant, le lard est cuit aussi quand il n'est pas fumé. Mais bon, c'est dans le langage populaire, quand on écoute, il y a des quantités de sens à ce mot-là. C'est vraiment... Alors que c'est un changement de sens qui est relativement récent à l'échelle de l'histoire, parce que si on va jusqu'au 19e siècle,
À l'époque, la nature n'était pas vue du tout de manière positive. On fuyait au contraire les milieux naturels qui étaient vus comme malsains. Il y a eu un tournant hygiéniste et puis on a inventé la plage, on a inventé la montagne, on a inventé la nature qui répare, le soin à travers les remèdes naturels, etc. Oui, et C'est puis, relativement et récent. comme je le disais, on a mis longtemps avant de commencer à protéger les marécages. Et maintenant, dans le rapport euh, de la COP22, il est mis que X% des zones marécageuses ont disparu et c'est présenté comme une catastrophe. Ça, hein. Au XIXe siècle, on a éliminé ça pour transformer en zone viable. L'assèchement des marais était voilà, le un marais des chantiers pontain les était plus énormes. une calamité dans l'Antiquité hein, Mm. à cause des moustiques. Des zones humides qui sont émettrices d'oxyde de carbone et de méthane, d'ailleurs. Donc là aussi, il y a une contradiction dans le discours Oui. écologique. Oui, parce qu'ils émettent des gaz à effet de serre. Eh oui, ben oui, Voilà, bien ouais. sûr. La question, c'est du coup ce discours théologien, etc. C'est vraiment pour vous un discours complètement hors sol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens de relais, par exemple des paysans qui seraient dans une sorte de religion. Mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont un contact spirituel avec leur terre, ça fait certes. Enfin, leur métier, c'est encore de produire de la nourriture. Et ils sont parfois très désorientés avec les mesures qui les en privent, qui les privent de ce... qui minent leur tâche. On En fait. parlait de naturel. Est-ce qu'il y a une limite? Parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui fantasment sur, par exemple, les Inuits en disant que c'est quasiment en les considérant comme des ressources naturelles. Est-ce que dans cette théologie de l'écologisme, est-ce qu'on veut se débarrasser de tous les humains, y compris les autochtones? Non, il y a vraiment un culte chez le secrétaire général de l'ONU, c'est très clair. Ces gens-là vont nous montrer la voie. Ils ont tout compris. Donc c'est les mythes du bon sauvage. Ouais, dans ce que j'appelais la Bible de la biodiversité, là, c'est constant comme ça. Hein. Et alors on vante leur technique de médecine. Parfois, c'est consulter les ancêtres. Par contre, nos autochtones européens, eux, ils ont tout faux, quoi. Mais on est peu autochtones, nous. Hein, il faut vraiment être la première population. Hein. C'est ça qu'ils appellent des gens qui sont vraiment là depuis le début. Bah, À l'ONU, nous on est les héritiers de bergers celtes, de soldats romains, de vikings. Donc on n'est plus autochtones, on est un mélange. Ça quand on regarde la définition de l'ONU, c'est ce genre de... On est plus pur, quoi, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il y a parfois l'expression population locale et autochtone pour faire la différence à l'ONU. Indigène ou autochtone, c'est pas la même chose. Et en même temps, c'est très paradoxal parce que durant un millénaire, le discours de l'Église était au contraire un discours de prééminence occidentale vis-à-vis des autres peuples. Qui ont justifié les colonisations, les conquêtes, etc. Et c'était aussi un discours qui encourageait les scientifiques à découvrir les secrets de la création, justement. Parce que c'était un support. Alors, c'est compliqué. L'Église a été, c'est l'histoire de Galilée, a été aussi un obstacle à la découverte scientifique, à l'innovation, à la compréhension, et en même temps, au fond, c'est peut-être de saint Thomas, je crois, l'Église a encouragé l'investigation du monde naturel. Aujourd'hui, il y a un retournement complet, en réalité. Oui, enfin, il ne faut pas sous-estimer. Le pape a une académie pontificale qui n'est pas nulle. D'ailleurs, c'est un des rares dignitaires religieux qui ne ferme pas tout à fait la porte aux biotechnologies. Je cite dans mon livre la réaction d'un travailleur chrétien, un travailleur social chrétien qui est furibard contre le pape pour ça, parce que sur le fait qu'il y ait des hosties, qu'il a autorisé les hosties OGM. Donc, furibard contre ça, bon, pourquoi pas. Et donc, il y avait des gens, notamment, j'ai oublié son nom là, qui est allé protester. Il y avait un scientifique, Ingo Porticus, je crois, ou l'autre, qui était membre de l'Académie pontificale et qui défendait les biotechnologies. Donc, le pape est à l'écoute de la science, évidemment, aussi. Mais il interprète ça aussi dans son... Là, pour le coup, c'est une science qui devient vraiment orientée.
Je ne suis pas sûr qu'il encourage une science qui irait contre les principes Pour lui, toute espèce qui disparaît, c'est une partie du message divin. Oui, mais ce n'est pas le discours d'un scientifique qui serait rigoureux dans sa démarche. Ah non, c'est pas un scientifique. Enfin, au moins, il a une académie. Du coup, par rapport à Darwin, etc., est-ce que c'est pas en contradiction? Parce qu'ils veulent la diversité des espèces, mais les religions en général nient l'évolution des espèces. Ça dépend. Hein. Comme je le mets dans mon livre, il y a plusieurs types de créationnisme. Le créationnisme de la jeune terre, ça c'est le créationnisme le plus obtus. La Bible dit que c'est... Voilà. Et puis il y a un créationnisme évolutionniste, notamment, je recommande le site de Biologos, qui est une société qui fait ça, qui essaye de combiner. Évidemment, il faut faire des compromis entre la Bible. Et le fondateur s'appelle Francis Collins, c'est un généticien. Pour la petite histoire, pendant l'affaire du Covid, il était le supérieur hiérarchique d'Anthony Fauci. Donc c'est quelqu'un qui est quand même de l'establishment et qui a créé cette société. Alors on a vu pendant cette affaire un prêtre italien faire un billet sur ce site de Biologos qui disait que non, le vaccin n'annonce pas l'arrivée de l'Antéchrist et il n'est pas le produit du diable. Donc apparemment, il faut expliquer ça aux Américains. C'est pas évident pour tout le monde. Non. Il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire au vaccin, évidemment, mais il faut quand même que ce soit un peu plus rationnel que ça. Quel remède vous verriez de manière à sortir de cette impasse éco-théologique? Donc c'est la renaissance humaniste, donc nous rendre le droit de discuter de l'environnement en termes humains d'abord, de le gérer en termes humains, et de manière locale surtout. Il faut rendre l'environnement à ceux qui l'environnent. Parce que là, on est tout à fait perdu avec des gens dans leurs nuages qui nous gouvernent et des élus qui ne font plus leur boulot de représentants. Donc ça... Et local, peu importe, hein, il ne faut pas... Est-ce que vous voyez des gens aujourd'hui, des personnalités ou des mouvements, des institutions qui iraient dans le sens d'une émancipation vis-à-vis de cette éco-théologie? Je vois quantité de gens comme vous et comme moi, je ne vois aucun mouvement. Les gens normaux? Ce que j'appelle des hors-castes, en fait, des gens qui ne sont pas dans la nébuleuse mondialisante. Dès qu'on met le pied là-dedans... Mais il y en a beaucoup, il y en a plus que ce que je croyais quand j'ai écrit mon livre. Ah oui, vous avez réalisé des rencontres intéressantes? Oui, par exemple Christian Lévesque que vous avez interviewé. Mais qui est un peu seul, lui aussi. Oui, mais il y a quand même beaucoup de gens seuls. Quand vous me montrez ici un tas de livres écrits par des gens seuls. Ça fait beaucoup de gens seuls qui pensent comme ça, mais il n'y a pas de... C'est très difficile de faire un mouvement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace entre ceux qui dénigrent l'écologie complètement. Il n'y a pas d'espace politique. Il n'y a pas d'espace politique. Tous ceux qui défendent l'environnement actuellement sont dans la religion, quelque part. Oui, ou volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, oui. Je n'ai vu personne en Belgique s'opposer à l'accord de Kunming. Donc protéger 30% de la planète, contre quoi? Contre nous. C'est clair. Vivre en harmonie avec, pour 2050 avec le monde, il y a quand même pas mal de mouvements politiques en Belgique et en France qui se sont opposés à cette vision par le passé. Où sont-ils maintenant? Il y en a beaucoup qui défendent la neutralité religieuse de l'État. Sans le savoir, ou sans vouloir le voir, ils l'enfreignent eux-mêmes. Mais comment vous expliquez une telle régression? C'est oui. Bonne question. Il y a évidemment la crise environnementale, elle est sérieuse. Pour moi, c'est celle d'un monde dynamique dont la vitesse de changement augmente. C'est très dangereux. On s'est raccroché à nos vieilles illusions de résoudre ça par le respect et la révérence. C'est pour raison pour laquelle je propose une libre pensée environnementale sans laquelle on n'arrivera jamais à trouver les solutions qu'il faut pour l'humanité. Donc cette opposition entre humanisme et écologie, dont j'ai été convaincu par David Ehrenfeld, il y a au moins une personne en Belgique qui l'a affronté, c'est Paul Magnette, le président du Parti socialiste, dans un livre qui s'appelle La vie large, dont un point remarquable est que pour
défendre l'humanisme, il dit qu'il faut attaquer la valeur intrinsèque. Mais le but de son livre, c'est de combiner humanisme et écologie. Alors, comment fait-il? Eh bien, traditionnellement, contre le principe de valeur intrinsèque, on oppose des valeurs utilitaires. Comme il est socialiste, il rejette les valeurs utilitaires commerçantes des libéraux, c'est vraiment pas le problème. Il défend ce qu'on peut appeler des valeurs utilitaires non marchandes, l'esthétisme, le bien-être psychologique et des choses comme ça. Oui, mais comment les utilise-t-il pour être écologiste? Eh bien, pour conserver la nature. Donc, en faisant ça, il fait rentrer la valeur intrinsèque par la porte de derrière. En plus, dans une vision humaniste, il n'y a aucune raison de ne pas défendre des valeurs utilitaires non marchandes de manière dynamique et progressiste. Donc j'avais une question aussi, c'est par rapport à l'anarchiste géographe Élisée Reclus. Et je pense qu'il y a eu d'autres socialistes qui étaient un peu dans la même idée. Il avait une vision, donc qui est considéré comme actuellement comme un précurseur de l'écologisme moderne. Lui, il avait une vision très utilitariste en fait de la nature. En fait, il voyait presque ça comme le repos de l'ouvrier qui, à la fin de sa tâche pénible, avait le droit d'avoir un beau paysage devant lui, avait le droit d'aller se balader en forêt et de profiter de la nature, en fait. Oui, ça me fait penser à un cas un peu parallèle qui s'est produit en Inde, où des paysans et des gens normaux, je dirais, essayaient de lutter contre des grands groupes qui modifiaient le rapport à l'environnement. Et ça a été présenté comme de l'écologisme par certains auteurs, mais je pense que c'est faux. Ce sont deux conceptions humanistes qui se battent sur le champ de bataille de l'environnement. Chacun veut utiliser l'environnement suivant des philosophies très différentes. L'humanisme, c'est pas monolithique. Chacun, de Wittgenstein le dit, il y a autant d'humanisme que d'humanistes. En fait, c'est pas une chose qu'il faut regretter, qu'il faut repousser. Il n'y a pas de vérité humaniste universelle. Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Arnaud Blaret, les théologiens de l'écologie. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien avec Catherine Kinsler sur la laïcité. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors des émissions ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.